Les podcasts de janvier, saison 1, épisode 6, c'est parti! Eh bien, bonjour à tous, on est déjà au 6e numéro des podcasts de janvier, les infos à la com. C'est super, j'espère que vous avez commencé tous à prendre un grand plaisir à nous suivre. En tout cas, on est ravis de vous voir nous accompagner. Je suis toujours Benoît Duranel, fondateur et gérant de l'agence Janvier, accompagné aujourd'hui par Nicolas Patoyki, directeur associé et passionné de Web3, Geoffrey Khalil, qui est le responsable du pôle 3D à l'agence, et Samuel qui s'occupe de la technique. Donc si vous avez des problèmes de son, c'est lui qu'il faudra fouetter à partir de demain. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maxime Galland, qui est PDG de la société Alchemist Pictures et Alchemist Academy. Tu vas avoir l'occasion de nous présenter plus en détail ce que tu fais, si j'ai bien donné le bon nom de ton groupe. Je crois que ton site internet est en anglais en plus, donc ça va nous donner la pression. Tu vas nous dire ce que tu fais. Je crois que tu es spécialiste de 3D de façon globale, mais on aura l'occasion de parler en particulier du métavers. Alors pourquoi le métavers ? Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous avez bien noté en fait qu'on en discute régulièrement avec nos invités, qui ne sont pas forcément des spécialistes et qui se posent beaucoup de questions sur le métavers. Est-ce qu'on y est ? Est-ce qu'on n'y est pas ? Qu'est-ce que ça donne ? À quoi ça sert ? Est-ce que ça sert pour tout le monde ? Bref, on a beaucoup de questions là-dessus et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui un spécialiste qui va pouvoir nous apporter, à mon avis, un max de réponses. Et enfin, juste après la présentation donc, de ton groupe, de toi, de ton parcours, on va parler en particulier de 2 sujets d'actualité. Le métaverse de Nike, qui s'appelle, alors je crois que ça se prononce aussi en anglais, Swoosh et pas Swash. Donc on va pas tout de suite passer ces Swash. Dot Swoosh, je crois. Ouais, mais voilà, on aura l'occasion en tout cas d'en parler tout à l'heure. On va parler d'Avatar 2 qui sort au cinéma dans 2 semaines et qui a utilisé en fait dans sa technique des nouvelles technologies liées à la motion capture sous l'eau. Ça a l'air super intéressant et là aussi Maxime pourra nous en dire un peu plus. Et on va terminer sur le dernier casque de réalité virtuelle de Meta qui coûte très cher, qui coûte presque 1 800 €. Est-ce qu'il faut l'acheter ou pas ? À quoi ça sert ? Eh bien vous le saurez à la fin de ce podcast. Bonjour Maxime. Bonjour. Eh bien écoute, on est ravis de t'accueillir. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es le PDG de Alchemist Pictures. Qu'est-ce que c'est Alchemist Pictures ? Alors, déjà, merci de m'inviter à ce podcast, c'est super. Tu as dit que j'étais spécialiste métavers, c'est un petit peu tendu de dire ça, étant donné que le métavers, ça se construit et un petit peu à droite à gauche, toutes les entreprises n'ont pas exactement la même approche pour parler de ça, donc j'espère qu'aujourd'hui on va pouvoir un petit peu échanger et peut-être explorer des pistes. Donc, Alchemist Pictures, c'est une société que j'ai fondée il y a à peu près 4 ans. Moi de métier, je suis un technicien de la 3D généraliste, ça veut dire que dans ma carrière, j'ai pu travailler sur des choses vraiment très diverses, de la publicité, du cinéma, du jeu vidéo, vraiment des choses très variées. Et c'est un petit peu ce que j'ai cherché à rassembler en fait dans l'ADN d'Alchemist, dans le sens où aujourd'hui, notre expertise et les services qu'on met à disposition des entreprises et des projets, c'est surtout des savoir-faire sur les moteurs. Donc les moteurs, qu'est-ce que c'est dans la 3D ? C'est par exemple des moteurs comme Unity, Unreal Engine, CryEngine, moteur de rendu Arnold, ce genre de choses. Alors c'est du jargon un petit peu de technicien, mais globalement c'est ce qui permet de construire les images, c'est ce qui permet de rassembler les animations au même endroit et de sortir soit des applications utilisables, soit tout simplement des jolis pixels. Et donc aujourd'hui, Alchemist va proposer son expertise sur ce genre de choses, aussi bien au service des applications web que de la publicité, que des films, un peu comme j'ai eu l'occasion de le faire dans mon parcours avant de monter l'entreprise. Alors, première question en fait, pour ceux qui n'ont pas la chance de t'avoir en face d'eux, tu fais très jeune, Maxime, quel âge as-tu ? Je viens d'avoir 26 ans. C'est déjà super jeune, c'est-à-dire que tu as créé ta boîte à 22 ans. Ouais, exactement. À la sortie de l'école ? Non, j'ai été diplômé assez jeune. J'ai un petit peu... mon parcours, il a été surtout freelance en fait. Alors, je suis passé par des expériences plus ou moins longues dans quelques entreprises, mais c'est vrai que je me suis assez vite penché vers l'entrepreneuriat parce que ça me donnait la possibilité justement d'explorer
un peu les choses, pas tellement comme je l'entendais, mais disons que ça donnait plus de liberté, et un peu moins de contraintes des fois que le salariat, surtout quand on arrive dans ces industries-là qui sont assez concurrentielles sur les industries créatives. C'est dur des fois d'avoir un peu de liberté quand on est tout jeune et que du coup on doit directement s'affilier à une entreprise. Donc j'ai fait ça pour un peu tenter le challenge, et puis pour l'instant ça se passe bien. On est 45, on a 17 CDI je crois cette année là en cours, donc voilà, c'est pas mal. On va essayer d'aller le plus loin possible. Pour l'instant toujours le seul associé de l'entreprise, donc à 100%, mais ça devrait changer bientôt normalement, donc je communique pas trop là-dessus, mais voilà, j'ai envie un peu de m'associer et de commencer à pouvoir m'y mettre à plusieurs sur cette histoire. Donc 17 personnes pour une jeune entreprise qui a 4 ans, c'est déjà énorme, c'est une très belle évolution. 17 CDI, c'est 45 personnes à gérer, c'est énorme. Et en fait, tu as passé de technicien à manager, un leader d'une entreprise qui est assez important. Alors ça a dû apporter ces challenges. Complètement. En fait, en gros, alors heureusement, quand tu montes une entreprise, tout se fait pas du jour au lendemain. C'est plutôt un marathon en fait. Et l'avantage, c'est qu'on peut construire au fur et à mesure. L'arrivée des CDI dans Alchemy, c'est assez récent. J'ai commencé vraiment à embaucher des gens de manière stable depuis, on va dire les 12 derniers mois. Le truc, c'est que au début, en fait, j'avais la chance d'avoir quand même des amis ou des collaborateurs que je faisais intervenir en freelance ou sur des contrats assez courts en CDD ou CDDU. Et je travaillais un peu en sécurité dans le sens où j'allais, par exemple, m'impliquer sur des projets avec Alchemist. Et une fois que les enveloppes étaient validées, j'utilisais les budgets pour justement rétribuer tous les collaborateurs. Et ça évitait de trop vite passer sur des charges fixes qui souvent en fait font couler les boîtes de services. Quand on a beaucoup de charges fixes d'un coup et que la demande par exemple recule, c'est ça généralement qui provoque des problèmes. Donc voilà, et puis en fait là cette croissance un peu insensée en vrai c'est censé mais un peu folle sur les 12 derniers mois, c'est en grande partie grâce au métavers en fait, parce que on va dire que beaucoup d'entreprises cherchent aujourd'hui à réinventer les moyens qu'elles ont d'exister dans les mondes numériques, ou de tout simplement faire exister leurs produits. Et le métavers semble répondre à beaucoup de besoins qu'ont ces entreprises pour se réinventer, tous secteurs confondus, immobilier, vêtements, cosmétiques, automobile. Alors, tu disais tout à l'heure, donc 17 CDI engagés sur les 12 derniers mois, donc j'imagine que tu as fait ce choix en toute connaissance de cause, oui. Et que tu as un carnet de commandes, donc j'imagine assez plein pour te lancer avec autant de salariés aussi vite. Avec qui tu travailles aujourd'hui ? Alors, Alchemist, en fait, j'ai essayé d'organiser, alors on dit ça, mais c'est toujours un peu compliqué parce qu'on fait avec ce qu'on a sous la main, mais on a quelques clients grands comptes, du calibre, je sais pas moi, d'Epic Games, qui sont des clients milliardaires du coup. Epic Games qui a fait Fortnite. Voilà, exactement, ouais. Fortnite, et qui développe surtout en fait des outils aujourd'hui qui sont utilisés très largement dans l'industrie. On en a d'autres des clients grands comptes que c'est un peu plus difficile de citer des fois parce que on est sous contrat de confidentialité. On en parlera un peu dans l'onglet sur la communication pour nos entreprises. C'est un peu compliqué des fois on est sur en fait tout ce qui touche à l'entertainment de manière massive, donc l'industrie du jeu, l'industrie du film, l'industrie de la série. Souvent en fait on peut dire qu'on bosse avec Netflix, Amazon, etc. Mais on peut pas trop parler des fois de ce qu'on fait parce que c'est des NDA. Des fois, on bosse sur un projet maintenant et puis il sortira en 2024, 2025, 2026, on sait jamais vraiment. Mais du coup, voilà, on a certains clients de gros calibre. Et en fait, on a gardé un peu, on souhaite toujours garder des projets qui sont un peu plus, des clients un peu plus, c'est pas des clients plus modestes, mais disons des clients qui ne sont pas milliardaires, pour justement en fait équilibrer la demande, parce que tout miser sur un seul gros client, s'il est américain et que demain il décide de s'en aller, ça peut faire capoter tout ce qu'on a construit. Donc nous on essaie à l'entreprise d'équilibrer tout ça et d'avoir à la fois des gros clients, des clients moyens et des petits. Donc on a des projets qui vont de 100 000 euros à 1 million, comme on a des projets qui vont de 1 000 euros à 2 000 euros, quoi. Donc c'est à des échelles par exemple plus locales ou des projets un peu plus ponctuels. Voilà. Et j'ai une question en fait sur le recrutement aussi, parce que
Bon, les chefs d'entreprise, en ce moment, ils parlent beaucoup des difficultés de recrutement partout, en chaque industrie. Pouvoir avoir une croissance si importante dans une année, ça implique aussi une certaine attractivité. Alors, comment tu fais pour recruter, pour attirer les bons profils? Alors, le secteur dans lequel on opère, il est, même s'il est assez vaste, il reste quand même assez, on va dire, petit. Enfin, petit. Il y a beaucoup de monde qui se connaît. Et nous, en fait, la principale chose qui nous aide à recruter, c'est que comme on a Alchemist Academy, donc dans les filiales d'Alchemist, qui est un organisme de formation avec lequel on intervient avec beaucoup d'écoles. Par exemple, en France, on travaille avec des grands groupes, comme le groupe Galileo. On a travaillé auparavant avec le groupe Ionis. On a travaillé avec le groupe Innov. Donc, c'est des groupes qui ont plusieurs écoles partout en France. Et en fait, beaucoup des personnes qui travaillent aujourd'hui chez Alchemist ont suivi des formations avec des formateurs de chez Alchemist. Et donc, en fait, on a plus ou moins un accès presque privilégié à des viviers de jeunes profils à recruter. Et les seniors sont beaucoup des seniors qui composent l'équipe sont aussi des gens que j'ai rencontrés dans les écoles quand je venais donner cours. Et ça s'est construit un peu comme ça. Et actuellement, l'équipe, elle est quand même globalement centralisée sur Montpellier, notamment au niveau des cadres. Et on a quand même quelques profils qui sont aussi sur les villes de Lyon et de Aix-en-Provence, qui sont là, plus en télétravail. Mais on dit que on essaie d'être à peu près moderne. Et du coup, c'est pas grave si la personne ne peut pas se rendre forcément sur les lieux au bureau tous les jours. On se voit de temps en temps et on bosse à distance. Alors, j'en profite parce que c'est vrai que j'avais noté l'adresse qui est sur ton site internet, c'est boulevard de la Lironde à Montferrier. Oui. Et je crois que pas loin, il y a Objectif 3D, Objectif 3W. Donc, je m'étais dit que peut-être ça ferait partie des écoles dans lesquelles tu recrutes. Alors, non. Alors, c'est pas le problème d'Objectif 3D, c'est juste qu'on n'a jamais vraiment eu l'occasion de trop travailler ensemble, même si on était voisins à un moment. Aujourd'hui, on a donc nos bureaux. Aujourd'hui, il n'y a plus que la comptabilité en fait à l'adresse que tu viens d'énumérer. On a des nouveaux locaux qui vont ouvrir secteur Gare au Sud, sur Montpellier. Et là, on est en travaux, donc on attend. On a une petite phase où on est tous en remote, puis on va normalement bientôt tous repasser, en grande partie passer en présentiel. Alors, pour revenir à ce que tu disais juste avant, le fait d'avoir des petits et des gros clients. Donc ta boîte existe depuis 4 ans et je crois que tu as des clients, en tout cas ton site internet est en anglais, donc tu cibles plus peut-être aujourd'hui l'international. Oui. Comment tu as fait en termes de com ou pour te faire connaître auprès de ces grands groupes et aujourd'hui en fait cibler cette clientèle-là? Alors c'est un petit peu du bouche à oreille. Alors on est toujours un peu présent sur des plateformes. Je pense là à des plateformes comme Freelancer, CGHero, on va dire peut-être pas Fiverr, parce que Fiverr c'est très orienté freelancing, mais il y a en fait sur internet des plateformes qui permettent de faire rencontrer des projets avec des entreprises. Donc il y a une partie de notre tissu qu'on a, de notre réseau qu'on a construit comme ça. Et après souvent c'est du bouche à oreille, c'est-à-dire que on a l'opportunité de travailler sur un projet. Qui en amène un autre parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une économie où souvent les grandes maisons ont des filiales qui ont elles-mêmes des filiales donc je sais pas, quand vous prenez par exemple une entreprise comme Ubisoft, vous allez bosser par exemple sur quelque part par exemple à Bordeaux et ça va créer une connexion à Montpellier ou à Paris ou ailleurs. Et souvent ça tourne un petit peu comme ça. Donc de manière assez curieuse, moi je suis pas forcément extrêmement satisfait de la manière dont on communique. C'est pas dans le sens où on communique mal, c'est plus dans le sens où je pense qu'on pourrait faire mieux, comme toujours. Et on a eu de la chance. On a eu de la chance dans tout ce qui est un peu métaverse, NFT, tout ça. On a pu se faire un petit peu une petite réputation en ayant des projets qui ont bien fonctionné et des clients qui étaient contents. Et souvent, les clients qui sont contents, ils amènent d'autres clients qui ensuite sont contents. Et du coup, voilà, vous voyez un petit peu le procédé. Et du coup, le site est en anglais, oui, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand même, 90% de ce qu'on fait est aux États-Unis ou au Canada ou en Israël ou à Dubaï ou au Japon. Voilà, donc on s'adresse plus à ce public-là. Et après, je dirais que l'outil le plus utilisé, en tout cas que moi j'ai pu utiliser en tant que
que voilà, quand j'essaie de faire le commercial, c'est quand même LinkedIn. LinkedIn est extrêmement important et nous, la plupart des contacts qu'on a, souvent on fait des connexions sur des événements, puis ensuite on continue de parler sur LinkedIn et puis ensuite ça débouche sur des choses. Donc voilà un petit peu le topo. Et au niveau des événements, donc c'est vrai, on s'est croisés, on s'est rencontrés à la REF, qui était un événement du MEDEF, un gros événement du MEDEF sur Montpellier. Vous faites d'autres salons ailleurs, sur Paris, à l'étranger ? On en a régulièrement. Par exemple, hier soir, on était à la Tour Eiffel sur l'inauguration du métavers Mira. Alors on n'a pas travaillé dessus, mais en tout cas, c'est un projet qu'on suit de près parce qu'il a l'air vraiment super intéressant. Et en fait, de manière générale, on essaie de faire en sorte qu'il y ait un peu des petites têtes d'alchimistes à droite à gauche. Alors pour nous, sur notre industrie, il y a plusieurs gros événements en France. Il y a le marché international du film d'animation à Annecy, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, mais qui est un énorme événement avec 15 000 personnes où les Américains viennent, les Japonais viennent, enfin vraiment, vous avez tout le monde. Là-bas, vous pouvez écraser Disney, Amazon, Netflix, entre guillemets, sans problème. On fait, en France, on a la chance d'avoir un pays qui est quand même très très riche culturellement et qui prend soin de ses industries culturelles et créatives. Et du coup, assez régulièrement, on est quand même invité ou on a l'opportunité d'aller prendre du temps sur certains événements. C'est sur ce type d'événement que tu vas rencontrer du coup ces clients grands comptes avec lesquels tu vas potentiellement travailler sur la suite ? C'est sur ces événements-là que des fois on fait des premiers contacts et puis après, et sur la suite, on commence un petit peu à approfondir la relation. Et après, sinon, ça peut aussi passer, vraiment pour avoir des clients grands comptes, ça passe aussi par de l'appel d'offres. Souvent, ils émettent des besoins, on les trouve et puis on essaie d'y répondre. Et voilà. Les industries culturelles et créatives, c'est un des piliers de la région, donc je crois que la région aussi est assez présente. Tu travailles un petit peu avec les institutionnels aussi ou... Très peu. On essaye de s'investir au MEDEF, c'est pour ça qu'on s'est croisés à la REF. Mais après, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et c'est quelque chose sur lequel j'aimerais bien travailler justement avec mes collaborateurs. C'est peut-être de se faire un peu accompagner là-dessus. Parce que c'est, sans rentrer sur le fait que ce soit politique ou quoi que ce soit, c'est quand même... on fait beaucoup de choses sur le territoire. Il y a beaucoup de projets qui sont publics ou il y a des appels d'offres régulièrement qui arrivent. Et c'est bien de pouvoir y répondre. Pour pouvoir y répondre, il faut quand même être un peu présent dans les cercles de discussion des institutions qui gèrent ça. Et du coup, c'est intéressant. Le monde physique a son importance toujours. Mais oui. Les appels d'offres seraient-ils fléchés ? Non. Oh non, je ne sais pas. Alors, tu nous as offert une bonne transition tout à l'heure. On parlait de tes projets, en tout cas de tes clients grands comptes, en local ou à l'étranger. Qu'est-ce que tu leur vends justement en fait ? Que fait Alchemist Pictures comme service exactement ? Le service qu'on a le plus vendu là cette année, c'était celui du visual development. Alors, qu'est-ce que ça veut dire visual development ? En fait, c'est quand vous avez un projet, en fait, on va travailler sur tout le travail créatif qui va permettre d'identifier le visuel du projet. Alors, on parle pas du tout de com type logo, tout ça. On est vraiment sur par exemple, je sais pas si vous avez un jeu vidéo ou un film, à quoi ça va ressembler en fait. Donc, avec les outils qui vont vraiment être utilisés dans le film ou dans le jeu, on va essayer de créer des visuels qui sont représentatifs et sur lesquels on va pouvoir baser en fait des validations avec un réalisateur, avec un directeur, pour ensuite aller sur le vrai projet. Parce que, en fait, si on prend un peu la plupart des produits des industries culturelles et créatives, que ce soit des produits en VR, des métavers, des jeux, des films, souvent, en fait, on a 3 phases. La pré-production, qui est une phase dans laquelle on réfléchit, on écrit, on teste visuellement, même au niveau des sons aussi, de la musique. Souvent, c'est plutôt des cellules réduites qui travaillent là-dessus, où on a quelques personnes. Ça peut aller de 5 à 40, j'en sais rien. Après, vous avez la phase souvent la plus chère, qui est la phase de production, où là, vraiment, on est sur l'usine, quoi, en quelque sorte. Mais c'est-à-dire qu'on va tout planifier en pré-production pour qu'une fois qu'on rentre en production, on passe de, 40 personnes à 1500 personnes. Si vous regardez un Avengers au cinéma, c'est 1500 personnes, 2000 personnes des fois qui travaillent dessus. Et après, il y a la post-production et la fin ou la suite de la vie du produit. De plus en plus, on a des produits qu'on fait vivre. Une série, on fait d'autres saisons. Un jeu, une fois qu'il est sorti, on le maintient, on fait des mises à jour, des choses comme ça. Donc la post-production, c'est quand la production est faite, c'est tout ce qui va être après, étalonnage, synchronisation avec les sons, finalisation des images, tout ça.
Et bon, alors c'est un peu dur de comparer la post-production pour un jeu, pour un film, pour un métal, parce que c'est pas du tout les mêmes produits. Mais globalement, voilà, il y a ces 3 phases-là où souvent on redescend un petit peu aussi en effectif et on finalise les choses. C'est beaucoup de sujets. C'est très bien. Et des sujets peut-être un peu plus petits, par exemple du motion design, 2D, 3D, tu en fais aussi pour des clients plus locaux peut-être ? On en a déjà fait, par exemple pour la CPAM ou voilà, pour un peu faire des campagnes publicitaires. Maintenant, c'est pas vraiment notre cœur de métier. On le fait pour aider des projets, mais c'est aussi le métier d'autres agences qui sont plus spécialisées que nous là-dedans. Maintenant, ça reste toujours intéressant, surtout que en fait, même un projet plus grand, un film, un jeu ou quoi, à des moments ou à un autre, de toute façon, il faut faire des supports de communication et faire un peu de motion pour apporter certaines choses ou juste communiquer sur le projet. Donc souvent, on en fait aussi dans ce contexte-là, plus un peu comme un plus par rapport à toute la base du projet qu'on a déjà. Voilà. Ok. Alors, une entreprise, c'est aussi avant tout un entrepreneur, Maxime, un jeune entrepreneur dans le cas présent. Tu nous as parlé rapidement de toi, peut-être un peu trop rapidement. J'aimerais revenir sur ton parcours. En fait, tu viens d'où ? Tu as commencé comment ? Pourquoi tu es allé vers la 3D ? Et ce qui fait que tu en es là aujourd'hui, c'est quand même assez surprenant de voir un entrepreneur avec 17 salariés à 26 ans. C'est pas commun ? Bah, c'est assez... ça s'est un peu présenté à moi comme ça. Non, en fait, en gros, depuis tout petit, moi, je suis passionné par ça. Je fais de la 3D depuis que j'ai 12 ans. Donc en fait en gros j'étais passionné par tout ce qui était les films d'animation Pixar, DreamWorks, tout ce genre de choses, quoi, Toy Story, super, qu'il faut regarder même si c'est vieux et que vous êtes jeune et que vous écoutez ce podcast, faut aller voir les vieux films, des fois ils sont, enfin vieux, 96 c'est pas si vieux que ça, mais du coup ouais, assez vite en fait je suis tombé dans le jeu vidéo sur PC. J'ai commencé à faire un peu du modding à l'époque. Pour ceux qui connaissent, je jouais à Warcraft, à Warcraft 3, à Age of Mythology, à des jeux un peu comme ça, sur lesquels les éditeurs en fait et les développeurs, quand ils sortaient les jeux, ils mettaient des modules pour modder les jeux. Alors modder, c'est quoi ? C'est quand vous allez prendre la base d'un jeu et vous allez un peu modifier, donc créer des nouveaux niveaux, créer des nouvelles histoires, ajouter des choses dedans. Donc je suis rentré là-dedans un peu comme ça. J'ai trouvé un groupe d'amis qui faisait à peu près la même chose. On a fait ça. Bon, ils bossent pas là-dedans. Je suis le seul qui a été jusqu'au bout du bout. Mais je me suis mis là-dedans. Donc c'était un mélange un peu des fois de faire une carte pour un jeu, des fois juste faire de la 3D. Juste faire, je sais pas moi, écrire des histoires, j'essayais de faire des petits jeux de société un peu sur papier avec ce que je trouvais sous la main. Donc c'est un peu du game design en soi. Et en fait, plus j'ai grandi, plus je me suis un peu orienté plutôt vers le côté graph. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que moi, je dessine pas du tout. Souvent, et c'est quand on parle un peu des métiers comme ça, de la 3D, les gens pensent c'est assez proche du dessin. En vrai, c'est un peu technique, c'est assez différent. Moi, j'avais plutôt un esprit sculpteur, photographe, qui était un peu plus dans le volume et la lumière que dans le pur trait du dessin. Et du coup, directement après le bac, j'ai foncé dans des études de 3D généraliste et j'en ai fait mon métier. Sur l'école, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, je donne beaucoup de cours, mais du coup, je dis toujours, ne faites pas ce que j'ai fait. En fait, le parcours est assez rigolo. Donc, j'ai fait une première année chez une école qui s'appelle Arias. Aujourd'hui, c'est le groupe Brassard. Où tout se passait très bien, mais étant un peu fou, j'ai changé d'école à la fin, donc je finis mon année, j'ai changé d'école, j'ai été chez Artefix à Montpellier en cursus jeux vidéo, donc je suis passé de 3D généraliste à jeux vidéo, et après mon année à Artefix, j'ai rechangé d'école pour finir à Itribart, qui est une école en ligne. En fait, la petite histoire, c'est que pendant que je faisais mes études, je commençais déjà à travailler en freelance, j'avais déjà des commandes, et j'étais trop pressé. Et du coup, j'ai décidé de finir diplômé dans une école en ligne parce que ça m'a permis de faire du freelance en même temps que j'étais à l'école. Donc c'était un système un peu... Il y a des écoles qui devraient peut-être s'inspirer un peu de ça, mais là où la plupart des écoles sont très organisées, un peu rigides, entre guillemets, sur les agendas, à Itribart, on avait des points, un peu comme certaines facs à l'anglo-saxonne et tout, on avait des points, on mettait les points dans ce qu'on voulait. Donc par exemple, si je voulais faire des points de montage, je faisais du montage la semaine. Et ça me convenait très bien parce que du coup, c'est plus des cycles de formation qui conviennent aux gens qui sont normalement un peu en reconversion professionnelle. Mais bon, du coup, voilà un peu comment ça s'est goupillé. Et après, j'ai jamais arrêté de travailler. Comme quoi, il n'y a pas de process ou de cursus fixe, la preuve. Oui. Est-ce que tu as eu quel est le déclic qui t'a donné envie, pendant que tu faisais tes études, de passer du coup sur l'entrepreneuriat avec du freelance ?
Est-ce qui t'a donné envie de commencer? L'argent. Non, en fait, c'était compliqué Moi, j'avais pas vraiment envie d'avoir des jobs. Souvent, quand on fait ses études, on est obligé d'avoir un peu des jobs étudiants à côté, quoi. Moi, j'ai de la chance, j'ai jamais eu à en faire. Parce que souvent, c'est un peu embêtant quand même pour les étudiants, ça les perturbe un petit peu dans leurs études, ça permet de moins travailler. Moi, je commençais déjà à avoir des skills, entre guillemets, qui étaient utilisables professionnellement. J'ai commencé à me mettre un peu dans des assos ou par exemple à aider des projets bénévoles. Je me suis rendu compte que ce que je produisais c'était utilisable et en fait petit à petit ces projets bénévoles m'ont donc de la 3D, je sais pas moi par exemple pour des assos, pour aider des réals qui avaient pas de budget qu'il fallait aider. Souvent la norme, c'est la norme. On va chercher un peu des étudiants pour nous aider quoi. Donc j'ai commencé un peu comme ça. Et puis de fil en aiguille, ça m'a amené sur des opportunités qui des fois qui rapportaient pas beaucoup et puis des fois qui rapportaient un peu plus. Et en fait, ça s'est fait presque tout seul quoi. J'ai pas vraiment. En fait, je me suis pas dit je vais faire un grand plan et j'aurai une stratégie et tout. Je l'ai pris comme ça venait. J'essayais de faire du bon boulot et d'après rester assez courtois, voilà. Et voilà, ça s'est fait. Tant mieux. Peut-être par curiosité, en fait, comment ça s'est fait la première fois avec ce premier gros client? Tu nous parlais tout à l'heure de clients entre 100 000 euros et 1 million, c'est énorme, c'est presque un chiffre d'affaires d'une entreprise sur un projet. Ouais. Comment tu as réussi à toucher ce fameux client qui t'a... Alors j'aime bien appeler ça les projets d'appel. En fait, souvent quand ça arrive jamais que vous aviez par exemple Renault qui arrive et qui vous dit OK, salut, je vais vous passer toute ma campagne de communication, vous allez faire mon prochain configurateur. Ça se passe pas vraiment comme ça. Souvent on approche les grands comptes parce que les grands comptes en fait ils gravitent autour de plein de projets. C'est-à-dire que pour faire fonctionner des entreprises milliardaires, il y a des milliers de personnes qui travaillent tous les jours là-dessus. Et souvent en fait ça commence par des petits bouts. Des petits bouts de quelque chose qu'on fait bien et puis après on demande on fait savoir qu'on peut prendre un peu plus. S'ils se mouillent un peu, ils peuvent nous amener à enchaîner sur la suite et en fait voilà, ça a grossi petit à petit en fait, genre d'abord avec des projets à 2-3 000 puis après à 10 000 puis après à 50 000 puis après un peu plus et à un moment il faut savoir dire aussi non désolé ça je sais pas faire. Parce que voilà, il faut avoir conscience de ça quand on est entrepreneur, c'est qu'il faut pas trop aller sur faut des fois prendre des risques et essayer de se réinventer et essayer d'accepter des challenges, mais il faut aussi être conscient de ce qu'on fait, que dès qu'on passe gérer un projet à 2 000 euros c'est quelque chose, gérer un projet à 500 000 euros c'est autre chose. Faut savoir dire non. Faut savoir dire je sais pas ou savoir dire ça je suis pas sûr, mais on va peut-être voir comment on peut faire. Voilà. Donc essayer de déléguer sur certains projets la partie où toi tu es moins sûr de réussir et je sais pas après. Alors déléguer. Alors Alchemist ne sous-traite pas. En fait c'est assez sage vraiment. Après dans la plupart des contrats de toute façon qu'on signe avec les clients c'est marqué qu'on n'a pas le droit de sous-traiter de toute façon, donc au moins c'est vite vu. Par contre demain si on a vraiment un Amazon ou un Netflix qui nous par exemple je sais pas vient nous voir avec un projet de série qu'on serait pas capable de faire intégralement ou un dessin animé quelque chose comme ça. En fait, moi, plutôt que de dire oui, je le prends et après je le sous-traite, on va plutôt être sur une démarche où, à Montpellier ou en France, on est quand même sur un écosystème où il y a beaucoup d'autres studios. Ces autres entrepreneurs qui ont eux aussi des studios, on se connaît, on se parle souvent, on se voit. Et moi, un peu je me dis que pour grandir et éventuellement avoir encore des projets plus gros, ce serait plutôt de dire écoutez, nous voilà 40 personnes, ça peut pas faire un long métrage tout seul de telle équivalence. Par contre on connaît tel studio et ils vont travailler avec nous là-dessus, et plutôt que d'être dans une démarche de prendre plus gros que ce qu'on peut faire et sous-traiter, plutôt être sur prendre plus gros que ce qu'on peut faire et juste annoncer qu'on va bosser en partenariat, en coproduction, et c'est plutôt aujourd'hui la philosophie qu'on essaie d'avoir. Je croise les doigts, on va peut-être signer notre premier long métrage. Alors c'est quelque chose de se positionner sur un long métrage fait avec Unreal et tout. Maintenant le truc c'est que pour que ça se fasse, on a bien évidemment dit qu'on serait pas tout seul quoi, et qu'on serait pas capable de faire tout ça tout seul, mais qu'en s'entourant des bonnes entreprises et des bonnes personnes on peut y arriver. Alors, tu as répondu à pratiquement en totalité à une des questions que je voulais te poser, c'est l'environnement montpelliérain en particulier. En fait, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup d'écoles, beaucoup de boîtes qui travaillent, beaucoup de boîtes locales, mais aussi des boîtes internationales comme Dwarf qui a été racheté, Ubisoft. Est-ce que l'environnement montpelliérain est
particulier, en tout cas dans la 3D, ou a une image positive à l'international, ou c'est nous qui nous faisons un petit cocorico tout seul? Il y a la French Touch. Hein. French Tech. Ouais. Non, il y a la French Tech, mais il y a la French Touch. Vous savez, la French Touch, c'est le mouvement français, la musique. En fait, ce qui est pas mal, c'est que Montpellier, c'est une ville déjà qui voit émerger quand même pas mal d'entreprises qui sont dans ces industries-là. On a le géant Ubisoft qui est là depuis un certain temps, hein, ça fait 20 ans je crois, que même peut-être plus longtemps que ça, qui sont à Montpellier, et qui fait un peu le chef de cordée, notamment au niveau du jeu vidéo, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui étaient chez Ubisoft par exemple, qui après 10 ans de carrière, 15 ans de carrière ou même moins des fois, sont allés fonder leur studio indépendant et du coup ont commencé eux-mêmes à faire émerger des nouveaux studios qui aujourd'hui des fois sont un peu plus gros et tout. On a un géant, on a Dwarf aussi, qui est un assez gros studio d'animation qui peut-être vous connaissez, mais qui a eu l'opportunité d'être positionné sur des projets comme par exemple pour Disney, voilà, donc qui fait un bon rayonnement. Et en fait, de manière générale, là, il y a de plus en plus d'entreprises parisiennes qui déménagent, ou qui du moins externalisent des filiales à Montpellier. Je pense là à des boîtes comme Supermonks, Mathematics, qui sont des gros studios de publicité à Paris et qui en fait viennent un peu s'installer ici. Je pense qu'ils veulent un peu le soleil et la bonne humeur qu'on a ici. Et le TJM, le taux journalier. Ah ouais, le taux, ouais, ça c'est pas le même. Ouais. C'est sûr que c'est pas le même. Mais ouais, non, je pense qu'on est plutôt en bonne position. Il y a des villes comme ça qui rayonnent assez fortement dans les ICC. Je pense à Lyon, à Bordeaux, voilà, qui sont des villes quand même assez fortes là-dedans où il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup de subventions et tout. Mais Montpellier se profile très très bien. En fait, je pense que là, aujourd'hui, tout de suite, si quelqu'un veut monter un studio ou une agence, Montpellier, ça a l'air quand même plus intéressant que Paris. Bon, attention, je vais me faire attaquer si je dis des trucs comme ça. Non, mais en vrai, c'est différent, quoi. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Si, c'est vrai, c'est agréable comme ville. C'est une ville très dynamique, très jeune aussi. Alors... Pour les jeunes professionnels qui cherchent à se former, à trouver un job qui soit intéressant, mais dans une ville aussi super sympa, qui ne soit pas Paris, peut-être Montpellier est une très bonne option. Après, il y a beaucoup d'écoles aussi de 3D ici, pas que ici, à Arles aussi. Voilà, dans la région et les régions d'à côté, il y a pas mal de jeunes qui viennent pour se former, alors c'est sympa. Et beaucoup dans le jeu vidéo aussi, hein, donc c'est d'une pierre deux coups. Ce qui est très intéressant dans ce qu'a dit Nicolas, c'est au niveau des écoles. C'est-à-dire que moi je pense quand même que... Alors, c'est un peu l'œuf ou la poule entre est-ce qu'il faut d'abord des entreprises pour qu'on vienne mettre des écoles, ou est-ce qu'il faut d'abord mettre des écoles pour qu'on vienne mettre des entreprises. Après, bon voilà, tout émerge un petit peu petit à petit. Je crois qu'il faut des clients pour les entreprises. Il faut des clients. Ah ouais, après il faut des clients. Ouais. Après les clients, ils peuvent être un peu partout et on peut bosser pour eux de très loin dans ces métiers-là. Mais ouais, les écoles à Montpellier sont énormes en fait. On a beaucoup de très très grandes écoles, les Smart, FX, qui ont des rayonnements vraiment internationaux. Donc voilà, c'est une très bonne ville. Hein. C'est pour ça. Et j'ai hâte qu'on soit dans quelques années pour voir un peu ce que ça donne. Moi, je suis pas à Montpellier depuis assez longtemps pour avoir connu le Montpellier d'il y a 10 ans. Puis il y a 10 ans, j'étais un ado, donc... 17 salariés au bout de 4 ans, on verra dans 4 ans, mais... On verra dans 4 ans, ouais, où c'est allé, quoi, mais... en tout cas, ça sera peut-être un peu trop petit. Un peu trop petit, ouais. Mais en tout cas, c'est en bonne voie, je pense. C'est en très très bonne voie. Tu avais fondé ta boîte à Montpellier, ou tu as déménagé après et Okay. Non, j'habitais déjà à Montpellier quand j'ai fondé l'entreprise. En fait, j'ai bougé en termes... Bon, je suis pas resté sur des durées trop longues, mais j'ai vécu à Paris, Lyon, Reims, à peu près. Montpellier, c'était... bon voilà, c'est la ville où il y a beaucoup d'écoles, c'est au soleil, c'est dans le sud. Donc non, c'était un bon endroit pour s'installer. Alors, on va essayer de creuser un petit peu maintenant, Maxime. Tu nous as glissé quelques petites infos au début de l'émission. Tu nous as dit que tu cherchais potentiellement des associés, ou en tout cas qu'il y avait des prochaines actualités que tu allais annoncer au niveau de ton capital. Alors, sans rien dévoiler ou sans rentrer peut-être sur ces actus qui sont encore confidentielles, quelles sont tes actualités aujourd'hui, autres que capitalistiques ou...
Je pense que, alors moi, ce que je trouve assez fou en ce moment, s'il y a d'autres personnes qui connaissent un peu la 3D ou qui pratiquent ça même en termes de hobby depuis quelques années, c'est qu'on est un peu dans une sorte de folie en ce moment pas du progrès, mais c'est-à-dire qu'il y a le milieu se réinvente super vite. Quasiment tous les mois, on a l'impression qu'il y a des nouvelles technologies qui viennent tout changer. Et c'est un peu une course permanente à la veille la veille technologique est, je trouve, plus complexe à faire qu'au début, en fait, un début pour moi, donc il y a 4, 5, 6 ans, quoi. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on est entre guillemets en retard sur quelque chose qu'on doit connaître. Ça, c'est l'actualité, je trouve, la plus forte, en fait. C'est la rapidité à laquelle ça se développe, quoi. Oui, on parlait de Unreal, où il y a une nouveauté forte au niveau international là-dessus, et c'est un petit peu l'actu du moment au niveau... Oui, en fait, en gros, tout le monde le sait, Fortnite, c'est un succès énorme. Alors, je travaille pas, enfin, je suis pas dans les chiffres, mais je crois que à un moment, ça a rapporté 16 millions par jour de manière assez consistante. Epic Games, alors je connais pas leurs effectifs exacts maintenant, mais c'est pas une entreprise si grande. En termes d'effectifs, c'est pas une entreprise si grande que ça. On est sur 1500, 2000, 2500 personnes peut-être. Si vous faites le calcul, 16 millions par jour, par an, par rapport à 1500 ou 2000 personnes, ça fait un bon paquet. Donc voilà. Tout ça pour dire que en fait, ils ont su rebondir sur le succès de Fortnite pour réinvestir dans des choses qui font vraiment bouger le secteur. Et en fait, ils débloquent des choses qui étaient entre guillemets bloquées parce qu'on souffrait un peu on va dire que les éditeurs qui développaient les logiciels, c'est pas qu'ils ralentissaient, mais c'est que ça devenait de plus en plus dur de faire de la vraie innovation. Et Epic Games, récemment, avec la sortie de son moteur Unreal Engine 5, a changé énormément de choses. Notamment Unreal, qui restait quand même une technologie qui était dédiée au cinéma. Pardon, c'est pas au cinéma, aux jeux vidéo. Se met à attaquer un peu le secteur de l'animation, du dessin animé, du long métrage, etc. Vous avez peut-être vu la série Mandalorian. Les décors de Mandalorian sont en grande partie utilisent Unreal pour. Ils ont inventé. On a un procédé qui s'appelle la production virtuelle. Alors la production virtuelle, qu'est-ce que c'est ? On a tous déjà vu un studio de tournage où on a par exemple un fond vert avec les acteurs, les décors et tout qui sont dessus. Et le principe de la production virtuelle, en fait, c'est de venir remplacer un petit peu ces fonds verts par des panneaux LED. Donc un écran sur lequel on peut projeter ce qu'on veut. Et le principe, c'est qu'on va projeter en temps réel une scène 3D. Et donc en direct, l'acteur, quand il regarde le mur de LED, voit, si on lui dit il y a un dragon devant toi, on peut lui mettre un dragon. Il n'a pas à imaginer. Voilà, c'est mieux qu'un fond vert. Les réflexions du coup sur les objets qui sont sur le plateau de tournage sont déjà cohérentes avec l'environnement 3D qui va être ensuite post-prod. Donc si vous avez une explosion à droite, on a vraiment comme l'explosion peut se jouer sur le plateau sur les écrans, toutes les réflexions qui pourraient opérer sur le corps de la personne qui est à côté ou les objets sont capturés par la caméra. Donc c'est super pour la lumière en fait. Et surtout, ça permet en temps réel de venir dire Michel, change-moi la lumière 5, et puis hop, on la rend bleue, on la rend verte, tout ça. Donc vous pouvez regarder un petit peu sur internet si vous tapez production virtuelle. On mettra un lien encore là-dessus. Et c'est assez fou. Et donc sur Mandalorian, ça a été utilisé. Et puis en fait, sur beaucoup de séries, beaucoup de films, ça commence vraiment presque à devenir une norme, quoi. Donc c'est assez ouf. Et le plus fort de l'actualité pour nous en ce moment, c'est ces évolutions technologiques là qui sortent tout le temps, quoi. C'est un peu fou, quoi. C'est la folie. Les projets que tu réalises, pour en revenir en dehors de tes actualités, mais c'est plutôt en termes de communication. Est-ce que c'est des outils que tu crées pour les entreprises pour leur permettre de communiquer, ou c'est plutôt, comme tu le disais, des films, des animations plutôt ludiques pour le grand public ? C'est plutôt souvent nous on est plutôt sur les produits qui vont être ensuite distribués, donc plutôt pour le tout public, pour le public, donc les jeux, les films, des choses comme ça. Et la communication, c'est pas le centre de notre métier parce qu'on n'est pas une agence de communication. On est un studio créatif, donc du coup c'est un peu différent.
Alors, ça tombe bien, j'ai quand même une question à te poser par rapport à ça. Ou plutôt, j'aimerais que ce soit Geoffrey qui n'a pas encore pris la parole et qui se cache derrière le bureau. Alors, Geoffrey, qui est le responsable du pôle 3D de l'agence, travaille principalement, lui, avec Unity. Et donc, c'est quand même une différence technologique importante. Geoffrey, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ou par rapport à ta façon de travailler, par rapport à celle de Maxime ? Il y a des complémentarités ou... Oui, comme Maxime le disait, on est dans une période où effectivement des outils sortent à la chaîne. On a énormément de mal à s'adapter aux innovations technologiques qu'on voit arriver. On a toujours l'impression d'être en retard parce qu'il se passe toujours quelque chose qui fait qu'on est en retard et qu'on doit prendre du temps pour prendre en main un nouvel outil et savoir comment le déployer dans le flux de travail. Et effectivement, Unreal et tout l'écosystème qui va autour s'adaptent très bien à tout ce qui touche aux jeux vidéo, à la publicité, au cinéma, aux films d'animation. Et quant à Unreal, ils sont aussi en concurrence frontale. Enfin, quant à Unity, pardon, ils sont aussi en concurrence frontale avec Unreal, en faisant des rachats sur d'autres technologies et en développant beaucoup de leur côté, aussi bien les avancées liées au cinéma et aux films d'animation, mais aussi des avancées liées à des choses qu'on peut faire dans le monde de l'industrie. Par exemple, ils font de la simulation de comportement de voiture pour les constructeurs automobiles. Ils implémentent des intelligences artificielles pour faire des modèles 3D dans des environnements 3D qui récupèrent des données du monde réel et qui permettent de faire des vraies simulations. Voilà, donc ce sont des outils qui vont dans des directions différentes et parfois complémentaires. Oui, c'est vrai qu'en fait, après, ce qui est bien avec les outils comme Unity ou Unreal, c'est que c'est des outils qui sont assez ouverts, en fait, ils sont open. C'est des bases de moteurs. En fait, il faut un peu voir, il y a eu une époque dans le jeu vidéo, dans la 3D et tout, où la plupart des équipes créatives, en fait, créaient eux-mêmes leur technologie. Donc, ils avaient des grosses équipes de développement. Et d'eux-mêmes, alors il y a par exemple la société Buff de Pierre, qui avait été fondée par Pierre Buffin, dont on a tous déjà vu le travail normalement sur beaucoup de films de Luc Besson, voilà, Arthur et les Minimoys, des choses comme ça. Et en fait, Buff ont toujours créé eux-mêmes leurs outils de 3D, de modélisation, de rendu, de texture, de tout ce que vous voulez. Et en fait, là, depuis les années récentes, on a des géants logiciels qui sont en fait comme des banques de code géantes, un peu comme Unity ou Unreal, où déjà dedans, en fait, il y a énormément de fonctions qui sont déjà développées et sur lesquelles, en fait, nous, on va venir développer notre projet, mais pas forcément redévelopper tout ce qui existe. Mais c'est pas parce qu'il y a une banque de code disponible qui est limitée que maintenant les entreprises peuvent pas venir et améliorer ce code avec des ajouts, des plugins, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est ça qui est assez passionnant en fait, quand on parle d'Unity ou d'Unreal, c'est qu'en fait on peut les prendre pour en faire presque ce qu'on veut, quoi. Et du coup réussir à être innovant en utilisant ces outils-là. Ok, donc Unreal, Unity, il n'y a pas de guerre en fait, tout est complémentaire. Pas pour nous. Enfin, il y a quand même une petite guéguerre dans les rachats opérés par Unreal ou par Unity, qui se disputent les sociétés innovantes qui maîtrisent des outils. Tu évoquais Weta Digital à un moment. Oui. Et à moins que je me trompe, il me semble que Weta a été racheté par Unity précisément. Alors, pour nuancer... c'est ce qu'ils ont annoncé en tout cas. J'avais vu l'article, c'était il y a quelques mois. Je sais pas si Unity a racheté Weta ou s'ils n'ont pas racheté une division de Weta. Ce qui n'est pas la même chose. Parce que Weta c'est une boîte quand même énorme, et le prix de rachat me semblait anormalement bas s'ils avaient racheté tout Weta. Alors par contre je l'ai pas du tout en tête, le chiffre était quelques milliards je crois, 4 non ? Oui, c'était astronomique et c'est vrai qu'ils sont assez obscurs sur les détails. Ouais, voilà, c'était un peu sur les détails, mais moi, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils avaient racheté un bout, ou en tout cas une division de développeurs chez Weta, mais peut-être pas tout Weta. Bon, voilà, après, je ne travaille pas chez Unity, je ne travaille pas chez Weta, donc je suis comme nous tous un observateur extérieur, quoi. Mais, on va laisser ça pour les journalistes spécialisés. Exactement. Alors,
On a parlé de beaucoup de sujets, un sujet en particulier pour lequel tu nous as dit que tu n'étais pas un expert, parce qu'en fait j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas encore d'experts dans la Web3, c'est un sujet qui est relativement neuf, qu'on essaie de suivre nous aussi à l'agence, que tu suis aussi, et donc tu es plus passionné, un peu comme Nicolas, de ces nouvelles technologies. On va parler en particulier maintenant d'une des premières actualités qu'on t'a soumises. C'est la plateforme Metaverse, enfin la plateforme Web3 de Nike. Donc c'est Nike.swoosh, Nicolas, peut-être que tu as... Swoosh. Ouais. Alors, voilà, il faut être anglophone pour bien le prononcer. Alors, les métaverses, comme je t'ai dit en introduction, les premiers invités au podcast, on avait tous, alors c'est peut-être parce qu'on est très vieux par rapport à toi, mon cher Maxime, mais on avait tous un petit peu de difficulté à se projeter dans les fonctionnalités ou l'intérêt de ces métaverses. Et j'ai cru comprendre, Nicolas m'en a beaucoup parlé, que toi, tu y croyais à fond, que c'est même pas demain qu'on y arrive, on y est aujourd'hui dans les métaverses. Donc là-dessus, j'aimerais bien avoir ton avis, et peut-être avec ce sujet sur Nike en particulier. C'est compliqué, hein. Non. En fait, donc comme vous le savez, peut-être tous, Facebook a changé de nom pour s'appeler Meta, il y a un petit moment. Ça a lancé une vague de projets et de choses qui sont une très très grosse vague même si Meta, en fait, c'est ce qui est assez paradoxal, c'est que Meta s'appelle Meta. Mais il y a même certaines personnes qui disent que Meta est pas forcément le leader en termes de métavers. Bon, ça après c'est un autre sujet. Donc le métavers, on entend d'ailleurs plus souvent parler des déboires, c'est un bien grand mot, mais des difficultés finalement de l'émergence de Meta. Ouais, non, c'est vrai que ça a l'air un peu difficile pour Mark Zuckerberg de se réinventer là-dedans. Bon, après voilà, c'est dire que c'est difficile, c'est quand même des milliardaires de ouf, et c'est des énormes entreprises. Bon, maintenant pour aller plus sur la question du métavers, déjà moi quand je parle de métavers avec 10 personnes ou 10 entrepreneurs ou 10 entreprises, personne voit le truc exactement de la même manière. Moi, pour un peu définir juste comment je peux le placer dans une chronologie, je vois un peu le monde d'Internet tel qu'on l'a vu arriver. Donc, on n'avait pas Internet. Puis Internet est arrivé, on a commencé à un peu faire des premiers sites web, donc avoir des usages qui nous permettaient d'avoir un petit peu des adresses où on pouvait peut-être aller acheter un peu des choses sur Internet. Donc voilà, le web plus ou moins 1, quoi. 1.0. Après, il y a eu un web 2.0 dans lequel on est peut-être toujours aujourd'hui, qui s'est construit globalement autour, pour moi, des réseaux sociaux. C'est-à-dire que Facebook, YouTube, Instagram, ouais, ça a totalement changé la manière qu'on a d'utiliser Internet, d'exister sur Internet, de partager du contenu sur Internet, enfin voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui on est quand même vachement tous dedans, quoi, hein. Moi je sais pas quel est mon temps d'utilisation de YouTube, Facebook ou quoi, mais c'est assez élevé. Et le web, enfin ce qu'on va appeler un peu le Web 3, c'est un web dans lequel peut-être on a un peu les crypto-monnaies ont pris un peu plus d'importance. Donc les crypto-monnaies, c'est monnaie virtuelle, le Bitcoin, l'Ethereum, il y en a plein, qui sont en fait c'est vrai, sans rentrer dans ce qu'est les Bitcoin, parce que là, expliquer la blockchain en 5 minutes, c'est compliqué. Mais en gros, on va avoir des sortes de jetons qu'on peut posséder, et avec une chaîne de transactions. Cette chaîne de transactions, en gros, tout échange qui est fait d'un portefeuille vers l'autre en Bitcoin va être inscrit dans une blockchain qui, en théorie, est infalsifiable. Parce que là où normalement dans les échanges bancaires on a des échanges qui sont centralisés, donc ça veut dire que la banque A envoie un paiement à la banque B, on actualise que dans un registre il y a eu une transaction entre deux personnes. Dans la blockchain, le principe c'est qu'on va multiplier en fait les endroits où on va écrire les transactions, et du coup si quelqu'un veut falsifier les transactions qui s'y passent, il faut qu'il remonte tous les nœuds on a écrits dans le registre. Donc c'est là c'est extrêmement vulgarisé et peut-être pas très bien expliqué, mais en gros c'est un système extrêmement fiable. Bon, ça pollue, ça prend beaucoup de puissance de calcul et tout, c'est très compliqué. Mais un petit peu là-dedans, on a vu émerger un type de certificat bien particulier qui s'appelle le NFT, donc le Non-Fungible Token. Donc on va peut-être parler avec Nike juste après, mais qui répond à une problématique qui est que comment est-ce que j'authentifie que monsieur machin est propriétaire d'un objet numérique ou d'un objet digital. Par exemple, je sais pas, si moi je suis artiste, je sors une image, je sors un tableau, comment être propriétaire de ce tableau ? Propriétaire au même sens qu'on pourrait l'entendre quand
on dit que j'ai acheté un monnaie, voilà, j'ai un tableau de monnaie, bon, chance à moi. Donc, oui, je le possède chez moi. J'ai peut-être un certificat du moment où je l'ai acheté aux enchères ou au moment où je l'ai acheté à une galerie, voilà, quelque chose comme ça. Donc ça n'existait pas. C'est-à-dire dans le monde récent, c'était impossible de posséder quelque chose de digital. Et donc les NFT sont des objets, donc des certificats qu'on vient adosser en fait ou enregistrer dans une blockchain, par exemple la blockchain Ethereum qui est très utilisée pour les NFT, qui va dire je suis propriétaire de l'œuvre de tel artiste, et un NFT ça veut dire non-fungible token, donc normalement ce token n'est pas reproductible, il n'est pas falsifiable, il n'est pas duplicable, et donc on peut créer. Alors oui, une œuvre digitale, genre si vous êtes propriétaire d'une image en ligne, c'est multipliable à l'infini. Donc être propriétaire, ça ne veut pas dire la posséder sur son ordinateur, mais ça veut dire posséder le contrat, donc le certificat qui authentifie que c'est bien nous qui avons obtenu le droit de posséder cette chose-là, et qu'ensuite on peut du coup l'échanger sur un marché secondaire, au même titre que l'art, on va dire, traditionnel fait des ventes aux enchères avec un marché primaire où on achète directement aux artistes ou aux galeries, et un marché secondaire où on s'échange entre collectionneurs. Là, le NFT, c'est la même chose, on l'achète sur un marché primaire, et après on peut l'échanger sur un marché secondaire. Et c'est un outil qui est fantastique parce que, alors, souvent, quand on parle de NFT, on voit que les œuvres, on parle beaucoup trop des œuvres, mais en fait, on peut l'utiliser pour plein d'objets. Et du coup, Nike, je pense qu'ils ont compris ça. Des fonctionnalités, en tout cas, plein d'objets dans la vraie vie, si complètement. Et oui, par exemple, là, aujourd'hui, un des gros problèmes de l'industrie de la mode, alors je sais pas si c'est vraiment un énorme problème, mais c'est par exemple la contrefaçon. Demain, si à chaque fois que Nike ou Adidas ou n'importe quelle entreprise crée par exemple une paire de chaussures, si elle lui adosse un NFT, que quand on achète la paire de chaussures dans un vrai magasin, on est propriétaire du NFT, si arrive devant nous une paire sans NFT, peut-être c'est une contrefaçon. Parce que s'il y a que Nike qui est capable de produire, parce qu'en fait, quand on lit un certificat NFT, on peut savoir qui l'a émis exactement en fait. Et donc du coup, ça pourrait grandement compliquer la vie à tout ce trafic de la contrefaçon. Alors, on comprend que effectivement tu es passionné par ce sujet, que Nike y croit au moins autant que toi, dans le sens où j'imagine que les investissements qu'ils font sont très lourds. C'est une version bêta, mais c'est une version bêta qui va être ouverte au public bientôt. Je crois que c'est dès le mois de janvier. Donc là, on parle du métavers de Nike, c'est ça ? De Nike, c'est ça. Je pense on verra quand est-ce que à quoi ça va ressembler quand ce sera ouvert, mais une des grandes problématiques du métavers, c'est justement, alors je sais pas si vous avez vu le film Ready Player One de Spielberg, mais on a un peu ce monde digital dans lequel des humains viennent, s'incarnent avec un avatar. C'est un peu une sorte de jeu vidéo géant qui serait un peu un temple du capitalisme avec plein de boutiques virtuelles, et quand on achète quelque chose dans le jeu, ça arrive en vrai dans la vraie vie, l'objet arrive quoi. Mais du coup, on existe en fait on peut exister dans ces métavers, c'est-à-dire qu'on peut s'incarner, croiser d'autres. Oui, c'est vrai qu'en fait, je suis parti dans l'histoire du Web 1, Web 2, et je n'ai pas vraiment parlé du Web 3. Mais le Web 3, en fait, ce serait un peu cette extension du monde Internet qu'on connaît aujourd'hui, dans lequel on pourrait s'incarner avec un avatar. Par exemple, je sais pas, imaginons que je vais dans une boutique Nike. Peut-être que dans le métavers je dirais dans le métavers Nike. Dans le métavers Nike, je pourrais me promener virtuellement dans un monde en 3D que Nike a construit avec mon ordinateur. Quand je vais acheter des objets dans le métavers de Nike, je vais pouvoir recevoir les objets chez moi à ma vraie adresse. Peut-être que je vais pouvoir aller dans cette boutique. Quand on consulte un site internet aujourd'hui, on est un peu tout seul quand même. Vous allez sur le site de la Fnac, vous êtes un peu tout seul. Pourquoi pas dans le métavers aller à la Fnac virtuellement avec mon avatar en 3D comme dans un jeu vidéo, et voir les produits avec mes amis, parler à des conseillers à plusieurs. Et en fait, si on réfléchit un peu, c'est un modèle qui est déclinable pour n'importe quelle chose. Vous vendez des appartements, on peut construire un métavers dans lequel les gens au lieu d'aller juste sur votre site internet, les gens se connectent à un métavers, ils s'incarnent dans un environnement 3D que l'agence qui vend des appartements a créé. Elle parle à un conseiller qui est en avatar dans le métavers, et elle nous emmène virtuellement visiter l'appartement qu'on veut acheter, louer. C'est assez fou, quoi. C'était aussi lié, j'avais entendu beaucoup parler de tout ce qui était tokenisation immobilière, où tu pouvais acheter des tokens d'un appartement, des parties d'un bien immobilier,
du coup, par rapport aux moyens disponibles que tu avais à l'instant T. Et pas forcément sortir un gros capital et acheter toute une maison ou tout un immeuble, tout un appartement d'un seul coup. Ça, je sais pas comment ça va marcher avec les notaires, mais mais ouais, effectivement, on pourrait prendre comme ça du foncier et le partager en plein de contrats NFT et ensuite acheter les contrats NFT. Après, aujourd'hui, quand même, le NFT reste globalement sur de la propriété d'œuvres digitales. Même si sur acheter un petit objet comme une paire de chaussures, ben oui, il n'y a pas besoin d'avoir un contrat notarié ou quelque chose comme ça. Pour aller sur des choses comme par exemple acheter des voitures ou acheter des appartements ou des immeubles, je sais pas si c'est demain, quoi. Mais je pense qu'à un moment ou à un autre, en fait, cette technologie-là, on va probablement commencer à l'utiliser quand même. Parce que avoir des certificats qui sont infalsifiables, c'est quand même vachement pratique, quoi. On y arrive bien, hein. C'est vrai qu'au niveau des métavers, je crois que la petite nouveauté de Nike, c'est notamment le fait qu'il y aura une co-création des différents participants qui pourront créer des visuels, et donc j'imagine des NFT pour Nike directement, et se partager l'argent généré à cette occasion. Ok. Alors on va passer au deuxième sujet, le temps passe. Alors Avatar 2, je l'ai dit tout à l'heure, dans 15 jours on aura la chance de voir le deuxième épisode d'Avatar qui avait déjà mis une claque, je crois, à beaucoup de gens quand la première édition est sortie. Alors ce deuxième épisode en tout cas a lieu sous l'eau pour la plupart du film, et ils ont eu pas mal de problématiques techniques à résoudre. Alors je crois que ça a été le cas, enfin on a tous suivi le commandant Cousteau il y a 50 ans, Luc Besson avec le Grand Bleu il y a presque 30 ans. Et aujourd'hui, donc dans l'animation, ils ont eu les mêmes, en tout cas d'autres difficultés techniques à régler, donc de tourner ou de donner des effets spéciaux dans l'eau qui étaient a priori très compliqués. Et alors, est-ce que tu connais un petit peu ce sujet, Maxime ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Savoir comment ils ont fait, étant donné que le film n'est pas sorti et qu'on n'a pas encore les making-of, c'est extrêmement compliqué, surtout si c'est quelque chose de nouveau. De source sûre, l'animation, c'est une très grande problématique des VFX. Il y a tout un pan, en fait de ces métiers-là qu'on appelle les effets spéciaux invisibles. Alors les effets spéciaux invisibles, c'est tous les effets spéciaux que personne ne remarque parce qu'ils sont photoréalistes ou qu'en fait ils sont dissimulés. Donc Cameron ou Peter Jackson ont beaucoup travaillé avec un studio qui s'appelle Weta en Nouvelle-Zélande. Et Weta, le fameux Weta, qui a toujours été un énorme précurseur en fait dans le cinéma, et notamment dans les technologies d'image synthèse. C'est eux, par exemple, qui étaient derrière le Seigneur des Anneaux avec Gollum. Gollum qui est la séquence où Gollum parle dans les deux tours face caméra. Donc c'est une image synthèse, Gollum. C'est une image... beaucoup de personnes dans les spéciaux disent que c'est une séquence qui a changé le cinéma. C'était un vrai, moi. Tu pensais que c'était un vrai. Alors, c'est quelque chose que les gens souvent ne savent pas et pensent, c'est que souvent, vous savez, il y a Andy Serkis, qui est donc l'acteur qui... un performeur qui a fait beaucoup de personnages, César dans La Planète des Singes, Gollum, puis plein d'autres. Beaucoup pensent qu'en fait Gollum, déjà dans le Seigneur des Anneaux, les deux tours, il est en performance capture, en motion capture. En fait, à l'époque, ça n'existait pas. Donc c'est un peu Weta qui a ouvert les portes de tout ça. Mais quand on voit Gollum dans le Seigneur des Anneaux, les deux tours, il est animé à la main. C'est-à-dire qu'Andy Serkis faisait les prises vidéo. Et après on le mettait dans les mains des animateurs et les animateurs essayaient de reproduire son mouvement. C'est après, quand Weta a commencé à travailler sur d'autres films, donc c'est des Anneaux, le 3, Avatar, La Planète des Singes, beaucoup de films, que petit à petit ils ont commencé à développer des outils justement de motion capture, de performance capture. Aujourd'hui il y a deux grandes familles entre guillemets dans la motion capture. Il y a la capture par combinaison gyroscopique, où en fait vous mettez un acteur, vous lui mettez une combinaison avec plein de capteurs, et en fait il y a des petits gyroscopes qui détectent quand les bras vont bouger. Vous voyez, il y a une différence d'axe, et donc du coup on va dire tous ces petits mouvements on les synchronise avec un double numérique qui est donc lui en 3D virtuel, en 3D, donc dans un monde virtuel. Et quand l'acteur bouge le bras, son double numérique bouge le bras. Donc souvent on imagine que ça se fait tout seul, mais déjà sur Avatar à l'époque, donc le premier, ça demandait beaucoup de travail, c'est-à-dire que Cameron voyait en direct une prévisualisation de ce que ça allait être, mais il faut quand même noter le travail de tous les animateurs qui sont passés derrière en fait et qui corrigeaient les captures de mouvement.
Et alors là, qu'il ait fait sous l'eau, je sais pas exactement comment ils ont capturé tout ça. Et l'autre famille en fait de motion capture qui existe, c'est la capture par optique en fait. Donc on va avoir plusieurs caméras sur un stage qui vont regarder ce que fait l'acteur, qui va avoir une combinaison avec plein de capteurs que cette fois-ci on va traquer par vidéo en fait. C'est comme ça notamment qu'on fait les visages. On va avoir un acteur avec plein de petits points sur le visage et quand il fait des grimaces, son double numérique fait les mêmes grimaces plus ou moins. Donc voilà, c'est les deux choses. Peut-être que Weta a inventé une nouvelle manière de faire sous l'eau. je sais pas, on verra un peu exactement de comment ils ont fait ça, mais en tout cas ouais, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même des films. Enfin, moi, ce que je dis à chaque fois qu'on me parle des films, par exemple, de Cameron, c'est que c'est des films laboratoires, quoi. En fait, c'est des films comme ça qui font vraiment progresser le cinéma à l'étape d'après, quoi. Le premier Avatar, ça a sorti il y a plus que 10 ans, non 2009, je crois. Ouais. Il me semble, ouais. Et j'étais impressionné. C'était c'était en 3D. Mais vraiment très bien fait. Et franchement, j'ai très hâte de voir le deuxième parce que voilà, ils ont une bonne réputation. Voilà. Et c'est fait par Ubisoft aussi, Avatar 2. Alors, je crois pas. En fait, je crois qu'ils sortent un jeu Avatar dans l'univers de Avatar, mais je crois pas qu'ils fassent le film. Après, on sait pas, hein, mais je crois pas. Après. Bon. Est-ce que tu penses qu'on va bientôt arriver à l'époque où on va avoir des acteurs entièrement en cybermesh, 100% numérique, qui vont arriver à tenir la vedette d'un film entier? C'est-à-dire, mais avec un humain derrière ou avec ou sans? Avec ou sans humain? Il n'y a pas un mot pour ça? On dit pas un VTuber? Non? C'est pas ça? Virtual tuber? Un VTuber? Ouais, je crois, ouais, avoir déjà entendu ce terme. Ah ben, on va vérifier. Je crois qu'il y a un mot pour ça. Il y a un épisode de Black Mirror aussi qui en parle, je crois. Si vous connaissez. Il y a un épisode de Black Mirror, c'est une série de science-fiction d'anticipation où du coup on se pose des questions sur telle technologie, si on la pousse un peu dans ses limites, qu'est-ce que ça devient? Et ouais, c'est vrai que ce serait marrant d'avoir des personnages que tout le monde célèbre mais qui en fait n'existent pas, quoi. Bon, après, on le fait déjà avec l'imaginaire, l'écriture et tout. Mais... Je crois qu'en Asie, il y a déjà un présentateur ou une présentatrice télé. C'est vrai, c'est une approche de ça. Et je crois que j'avais vu alors ça n'a rien à voir, mais je crois que j'avais vu une entreprise au Moyen-Orient dont le CEO c'est un robot, quoi. Ouais. Je crois que j'avais vu un truc comme ça. Ouais. Peut-être que ça marche. Hein. C'était pas Elon Musk? Non, c'était pas. C'était pas Mark Zuckerberg non plus. Elon Musk est un VTuber en fait. Voilà. Elon Musk en fait, il est en 3D. Alors, pour savoir exactement comment ils ont résolu ce problème de la motion capture sous-marine, il n'y a plus que quelques jours à attendre. Vous le verrez exactement au moment où sortira le podcast. Donc Avatar 2, c'est le 14 décembre. Donc, et vous verrez donc le motion capture sous l'eau. Alors vous aurez peut-être l'impression qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, ce sera peut-être un des effets spéciaux invisibles, mais ça risque en tout cas de valoir le coup. Donc pensez au travail peut-être qui aura permis d'aboutir à un résultat aussi fantastique que ce qu'on imagine. Dernier sujet du jour, le casque de Meta. Donc on revient cette fois-ci à Mark Zuckerberg après Elon Musk. Alors, Meta vient de sortir un casque de réalité virtuelle et de réalité augmentée qui coûte cher. En fait, a priori, c'est le plus cher jamais sorti pour le grand public, 1799,99 €. Est-ce que pour ce prix-là, alors je sais que c'est vrai que les casques de réalité virtuelle, on en parle depuis longtemps, on en a une ou à l'agence, on n'en a plus aujourd'hui, même si Geoffrey joue de temps en temps avec son exemplaire, mais c'est vrai qu'on en entend moins parler. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que Meta sorte un casque aussi cher, est-ce qu'il faut commencer à regarder? Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce que vous avez... Moi, j'ai pas essayé. J'ai essayé le Quest 2. Il est très beau en tout cas. C'est vrai que c'est des bons produits. Après, la chose un petit peu... Alors moi, la VR, j'y suis depuis le premier Vive et le premier Oculus en fait. Au studio, on a du PSVR, de l'Oculus, du Vive, parce que des fois, on peut s'en servir pour certaines applis. Donc, mais j'ai quand même... Alors, bon, il faut faire gaffe quand on parle de ces sujets-là, mais moi, je trouve quand même que la VR, des fois, reste un petit peu gadget. C'est-à-dire que...
le monde que dépeint Spielberg dans Ready Player One avec les humains qui sont 8 heures par jour, 12 heures par jour, c'est-à-dire que là où nous on est assis devant des écrans tous les jours dans le monde actuel, est-ce que les casques vont venir remplacer ça ? Je suis pas sûr à 100%. C'est-à-dire que oui, faire des choses en VR c'est génial. Oui, la VR ça permet sur des expositions, sur des salons, d'avoir vraiment des expériences immersives qui sont uniques. Oui, dans une utilisation qui est un peu arcade, ça peut être super voilà, dans les salles, les VR rooms, ou de temps en temps avec des amis voilà, pour rigoler. Après, est-ce que ça va remplacer nos ordis, ou en tout cas, parce que le Quest, c'est une particularité, c'est que c'est un ordi en lui-même, il n'y a pas besoin d'avoir un device externe. Donc oui, ça fait 1700 balles ou 1800 balles, mais on a quand même un device complet, c'est pas juste un objet qu'on va brancher ensuite sur un ordinateur. Mais est-ce que ça va tout remplacer ? Je sais pas. Est-ce qu'on peut dire qu'on est un petit peu en avance par rapport à ces technologies ou C'est chaud. Enfin, c'est un peu. Déjà, il y a 20 ans, il y avait des tentatives sur la VR. Oui, on se rappelle peut-être même des lunettes de Google qui ont fait flop en tout cas aujourd'hui. Les Google Glass. Ouais. Ça, c'était du. Alors ouais, souvent on fait. C'est de la réalité augmentée, c'est pas de la réalité virtuelle. Je pense c'est qu'une partie de. Ouais, c'est vrai qu'il y a la VR, donc vous êtes immergé avec un masque dans un monde virtuel. Donc là, c'est ce que fait l'Oculus. Après, il y a la réalité augmentée où via un dispositif. En fait, la réalité augmentée, on l'utilise tous les jours sur nos téléphones. Quand on fait un filtre Snapchat, c'est de la réalité augmentée. Et Google avait fait la tentative avec ses lunettes pour justement avoir des affichages tête haute, donc voir des hologrammes en fait. Moi, ça, j'y crois un peu plus, dans le sens... Enfin, c'est pas que j'y crois plus ou moins, c'est que l'utilisation qu'on va avoir de la réalité augmentée me paraît plus proche de ce qu'on utilise aujourd'hui, ce qu'on fait avec nos smartphones, que ce que vont faire les casques, en fait, de réalité virtuelle. Et moi, je me vois bien, là, on est en train de parler des futurs locaux qu'on va acheter ou d'un truc comme ça, et on a tous des lunettes de réalité augmentée, et on nous affiche en direct sur une table un hologramme du bâtiment, quoi, qu'on va acheter. Donc voilà, voir un petit peu des hologrammes un peu partout parce qu'on aura des lunettes, ça je pense que ouais, vraiment on va y arriver. On va y arriver quoi qu'il arrive. Après qu'on soit tous enfermés dans la VR 8 heures par jour comme aujourd'hui on utilise des ordis, ça je suis un peu moins sûr quand même. Ça répond un petit peu à la question qu'on se pose. C'est vrai que c'est un casque qui est grand public, donc grand public à ce prix-là. Est-ce qu'on a déjà des besoins grand public ? Par contre, professionnellement, évidemment, il y a déjà des utilisations dans l'immobilier ou d'autres qui sont réelles. Mais Meta le présente comme un outil de travail plus qu'un outil ou un jeu de vidéo. En fait, si on regarde le site web de Meta pour le Quest Pro, les cas d'usage sont plus pour des réunions de travail. Si quelqu'un travaille à distance, ça permet d'avoir des réunions en 3D où on a l'impression d'être en face de nos collaborateurs ou collègues et qui nous permet de faire des choses intéressantes. Je trouve ça assez intéressant parce que voilà, ça, en tant que professionnel au travail, ça nous sort de tous les jours. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ça nous met dans un environnement différent, virtuel, qui peut mener à plus de créativité. Alors ça, c'est sympa. Le prix, oui, c'est inabordable pour la majorité des gens, je crois, 1 800 €. Mais pour des entreprises, peut-être plus abordable. Et ça suit un petit peu le modèle économique ou la stratégie parlant d'Elon Musk, de Tesla. Il y a 10 ou 15 ans, ils sortent avec un produit hyper premium, très cher, qui est un petit peu le concept où on développe les technologies et on essaie au moins de sortir un produit, même s'il est très cher. Et au fur et à mesure, dans le temps, s'ils ont assez de chiffres d'affaires, assez de succès, le prix va baisser. Il va avoir des modèles peut-être à 180 € en 3, 4, 5 ans. On verra bien. Mais je trouve ça intéressant. C'est peut-être pas un outil pour tous les jours, pour rester dans le métavers 8 heures par jour. Sinon, pour des petites séances de brainstorming, pour des réunions virtuelles, ça pourrait être sympa. Voilà. À tenter. Si jamais on a un petit peu de budget l'an prochain, on pensera au Meta Quest Pro.
Peut-être, nous, en vrai, je dis tout ça, mais je pense qu'on va en acheter un alchimiste quand même. Au moins un pour ce. Voilà, Bon, je viendrai aux nouveaux locaux pour pour essayer, ouais. Alors, si vous voulez découvrir les MetaQuest Pro, pensez qu'il y aura un exemplaire dans les futurs locaux de Alchemist Pictures. Merci beaucoup Maxime Galland d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir consacré autant de temps. On a un petit peu dérapé, mais ça prouve la richesse des sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Merci beaucoup. On aura l'occasion, j'espère, de te réinviter, ou peut-être toi de nous réinviter dans tes futurs locaux, et on fera un podcast délocalisé. Merci à toi, à très bientôt. Pour tous ceux qui ont aimé les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, regardez bien en bio, vous aurez tous les liens vers Alchemist Pictures, mais vers toutes les actualités dont on a parlé aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours. Alors ça sera peut-être avec Geoffrey, donc vous avez commencé à entendre la voix aujourd'hui, qui nous parlera peut-être des configurateurs, comme ça on restera un petit peu sur la 3D. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et merci encore Maxime, Nicolas, Geoffrey et Samuel. Merci. Merci.